Adama, je te remercie beaucoup vraiment pour cette confiance et nous sommes très très contents que vous soyez là autour de lui. Je sais que vous êtes ses amis et ses amis sont mes amis également. Alors, en finir avec le mythe de Tarzan, les élites africaines face à leurs propres responsabilités historiques. À lire le titre de l'ouvrage écrit par Adama Wade, je me suis d'abord interrogée sur ce qu'était le mythe de Tarzan. Alors, pourquoi il veut nous faire partager ce mythe? Pourquoi? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Peut-être qu'il va nous faire voyager à travers son ouvrage. Et dans ce livre de 136 pages, qui est scindé en 14 chapitres, qu'est-ce qu'on va découvrir? J'avoue que la découverte a été très belle pour moi et pleine également d'enseignements. En finir avec le mythe de Tarzan, les élites africaines face à leurs responsabilités historiques. Voici un ouvrage que toutes nos élites devraient avoir comme livre de chevet, je pense. Pourquoi? Parce que sans pour autant clamer sa nationalité, il me dit oui, je suis africain. J'ai choisi de ne pas mettre sur l'ouvrage ma nationalité. Une analyse psychologique et sociologique des élites du continent africain. Moi, j'ai pensé qu'il a été très sévère dans son analyse avec nous-mêmes, avec les Africains, y compris nos élites, comme il le dit. Nous savons que c'est un journaliste panafricaniste convaincu qui a traité pendant des années de ces questions qui concernent l'Afrique, le développement, surtout l'économie. Adama est l'actuel directeur du journal Financial Afrique. C'est un passionné d'écriture. Il nous fait comprendre que ce mythe de Tarzan, ce super-héros sauveur de l'Afrique et des Africains, demeure et persiste et reste très têtu. Il n'y a qu'à le lire pour réaliser à travers l'ouvrage que 60 ans après les indépendances, l'œuvre de déconstruction de l'Occident est toujours de mise et que l'Afrique, le continent pourvoyeur de matières premières, où l'on dit et pense que la valeur c'est l'autre, ça veut dire le blanc, la sous-valeur c'est nous les Africains. En parlant du caractère des nationalités, du caractère de nos micronations à cause de la balkanisation de l'Afrique, il pose des problèmes, diagnostique le malade qui est l'État africain et prescrit l'ordonnance qui va guérir ce malade. L'un des remèdes, c'est le démantèlement des infrastructures coloniales, toujours présentes sous d'autres formes, avec d'autres stratégies. Quelles sont ces stratégies? On va répondre. Un autre médicament qui est prescrit, c'est qu'il faut qu'on se reconstruise ou qu'on se construise sur d'autres bases, en exorcisant les démons de notre complexe d'infériorité, né d'une longue domination. Ce que je peux rajouter sur l'auteur, Adama Wade, je disais tantôt qu'il était passionné d'écriture. Il nous offre un travail très riche en informations. Il a été lauréat du prix de poésie des jeunes créateurs de la ville de Tanger en 1999. Il a également remporté le prix Lorenzo Natali de l'Union européenne en 2010. Adama est titulaire d'un diplôme de capitaine au long cours de la marine marchande et d'un master en communication. J'aimerais bien après qu'il nous dise comment il a fait pour quitter la marine marchande et se retrouver dans les médias. Et cet auteur que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui. De dire qu'effectivement, j'ai publié un livre qui a été classé ce matin dans la presse comme un livre pessimiste ou afro-pessimiste. Et je m'insurge d'emblée en faux en disant non, je suis afro-optimiste, mais je suis un afro-optimiste qui a ouvert les yeux. Je m'interroge en allant de pays en pays parce qu'effectivement, je suis peut-être en multinational ou en transnational ou en transfrontalier, puisque je suis mauritanien. Je suis d'ici de la Mauritanie.
Je dirais aussi que je suis sénégalais parce que tout simplement j'appartiens à un ensemble ethnique, culturel et social qui est transfrontalier par rapport aux frontières héritées de la colonisation, ce qui fait qu'on est toujours entre deux rives, entre deux eaux, comme la plupart, comme des millions d'Africains. Et pourquoi le mythe de Tarzan? Et là c'est la dernière anecdote. J'étais à l'Union européenne en décembre 2010. Je rencontre un sympathique belge. Et il me dit, je m'appelle Alexandre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais en Afrique? Parce qu'il allait en Afrique. Il dit, écoute, on m'a chargé d'aller veiller sur les gorilles de Kivu. Je lui ai dit, mais écoute Alexandre, avec tout le respect que je vous dois, mais tu es né là-bas, c'est quoi cette histoire? Il me dit, vous savez, les tribus connaissent bien les gorilles, mais pour avoir ce marché, il fallait vraiment avoir une telle expérience, telle, et finalement on m'a choisi. Et il m'a dit d'ailleurs, j'ai honte parce que je me demande, mais pourquoi les Africains qui sont là-bas, ils sont nés avec le gorille, ils les dressent même. Et finalement, Alexandre, en parlant, il m'a dit, mais je pense que vous êtes habitués, vous les Africains, par le mythe de Tarzan. Et c'est lui qui m'a inculqué en fait ce titre. J'ai dit donc le mythe de Tarzan. Bref, donc c'est quoi le mythe de Tarzan? Le mythe de Tarzan, c'est l'analyse du rapport psychologique que nous entretenons avec nos ex-colonisateurs depuis 60 ans. 60 ans après l'indépendance, on est toujours quand même, on nourrit ce complexe. C'est très difficile d'en parler, on se gêne. C'est très difficile d'en parler publiquement, on est pudique. C'est un débat qui est très impopulaire et qui est difficile à aborder à la fin. Mais ce mythe de Tarzan, c'est un rapport psychologique qui repose donc sur des fondamentaux. À mon avis, c'est l'architecture de la colonisation qui n'a pas été suffisamment démantelée. Parce que la colonisation, c'est quoi? C'était trois principes. Il y avait le principe de la différenciation des êtres humains, c'est-à-dire l'indigène n'avait ni la même valeur, ni les mêmes droits, le colonisateur et le colonisé. Parce que ce rapport aujourd'hui, il persiste. Et il est d'une violence très forte. Cette réalité qui fait que quand tu es africain, tu es obligé d'acheter le certificat d'affranchissement. Parce qu'aujourd'hui, et c'est peut-être l'un des aspects qui révolte une amie comme Nina, qui est plus afro-optimiste que moi, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, toutes ces classes moyennes africaines, toutes ces élites africaines dont parle McKinsey, sont obligées d'aller accoucher à l'étranger? Qu'est-ce qui nous amène à vouloir aller accoucher à Londres si on est nigérian? Aux États-Unis, c'est parce que tout simplement, il y a un sentiment de défaite et de peur par rapport à ce que nous sommes en train de construire. Nous avons rendu l'Afrique invivable. On se cache, on ne veut pas en parler, c'est gênant, mais en réalité, toute l'élite est en train de fuir. Si on parle des biens mal acquis, des milliards de dollars dans les paradis fiscaux, dans les zones offshore, c'est que tout simplement, on n'y croit plus. Si vous voyez des chefs d'État qui ont leur progéniture qui étudie, qui sont tous pratiquement toute la progéniture de nos dirigeants est à l'étranger. Est-ce qu'on peut parler d'une Afrique qui émerge, d'une Afrique qui progresse, ou d'une Afrique, le réveil de l'Afrique? En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a vu il y a quelques années en Asie, ce n'est pas ce qu'on a vu en Chine, ce n'est pas ce qu'on a vu ou ce qu'on voit en Corée. Donc aujourd'hui, tout se passe comme si l'Afrique est en train de se vider. Il y a les classes moyennes et les élites qui essayent de se vider de manière légale, et puis il y a les laissés pour compte, tous les autres qui sont en train d'échouer dans la Méditerranée qui est devenue le tombeau des rêves des jeunesses africaines. Donc la responsabilité des élites, c'est de remettre en cause ce rapport. Parce que le droit international est fondé sur la réciprocité. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, en tant qu'Africains, de remettre en cause ou de contribuer de manière unie à remettre en cause ces rapports? Et ces rapports qui jouent un rôle très important dans l'économie. Parce que l'économie, c'est quoi? L'économie, ce n'est pas seulement une histoire de quantité. Il y a derrière des acteurs. Si les acteurs ne sont pas libres, ou bien si on n'a pas le même degré de liberté, est-ce qu'on peut mener une compétition? On ne peut pas. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on dit dans le mythe de Tarzan. Et d'emblée, je le dis et je le répète, il ne s'agit pas d'un procès des élites africaines
ou bien dans retour sur le colonialisme. Mais on parle en fait, on s'interroge et on s'inquiète de cette Afrique-là qu'on présente comme émergente en 2016 et qui en réalité ne l'est pas. Parce que si elle l'était, ça se saurait. On n'aurait pas des milliers d'Africains qui vont tenter de fuir cette émergence et d'aller. On n'aurait pas des milliers de fonctionnaires et des classes moyennes qui veulent que leur progéniture sorte de l'Afrique. On n'aurait pas d'anciens présidents ou d'anciennes élites qui aujourd'hui sont toutes en villégiature quelque part sur le bord de la Seine ou ailleurs. Donc c'est un appel au réalisme, c'est un appel à la réalité. Je vous remercie. Les frontières se situent au cœur de tous ces problèmes que tu soulèves là. C'est des frontières certes héritées de la colonisation que les dirigeants africains ont décidé en 1964 de maintenir telles quelles, justement pour que leur remise en cause ne crée des conflits ingérables. L'esclavage, comme dit Bob Marley, c'est une histoire de slavery mentalité. Si vous n'enlevez pas la mentalité, c'est pas possible. Nos élites ont été formées dans des écoles françaises, dans des écoles de fils de chef, mais ils sont formatés. Et ce qui les a intéressés, il ne faut pas se le cacher, c'est de prendre la place du colon, de prendre les privilèges du colon et de continuer le même système. C'est pourquoi aujourd'hui vous les voyez partir. Leurs enfants ne sont pas là, ils s'occupent. Voilà, c'est ça qui se passe actuellement. Moi je crois qu'il faut les démystifier. Il faut une politique de décolonisation, effectivement, peut-être comme à l'exemple du Zimbabwe, qui a un ministère de l'indigénation. Peut-être qu'il nous faudrait un ministère de décolonisation. Il existe déjà, puisqu'il y a dans beaucoup d'États africains, quand même, par le passé, il y avait des ministères de la culture qui étaient pratiquement des ministères de décolonisation. Je pense que Mobutu, c'est ses échos, même si ce n'est pas un exemple pour beaucoup d'entre nous qui sont là. Je parle du temps de la vacances, du temps de la révolution culturelle, a initié un exemple en la matière. Quand j'ai lu les élites africaines face à leur propre responsabilité historique, j'ai été soulagé en fait. Parce que j'ai beaucoup et souvent entendu les intellectuels parler de rendre les Occidentaux responsables de nos problèmes, de nos réalités. Et c'est la première fois qu'un livre, qu'un intellectuel met les élites africaines face à leurs propres responsabilités. Et ça, c'est un courage en fait. Et en lisant le livre, je n'ai pas été déçu parce que du début à la fin, on a toujours parlé des élites africaines, de nos responsables. Mais il n'y a pas seulement que les élites africaines qui sont responsables de nos problèmes. C'est aussi à un moment une question de citoyenneté. Quand vous montrez à une élite, à celui qui a le pouvoir, que ce pouvoir, il le doit beaucoup plus à l'Occident, aux élites occidentaux, qu'à la population, et que la population n'a rien à voir, que la population le veuille ou pas, tant qu'il satisfait les intérêts des Occidentaux, il restera au pouvoir, ben là c'est un problème de citoyens. Donc notre problème à nous. La question de l'élite, c'est une question qui est centrale dans ce que je fais. J'ai une organisation, c'est un centre de leadership citoyen pour les jeunes, etc. Notre théorie du changement, c'est que pour transformer l'Afrique, il faut transformer son leadership. Et pour transformer son leadership, il faut investir dans l'élite émergente. Mon plaisir, c'est d'aller en vacances dans des pays africains aujourd'hui. D'accord? Pas seulement parce que je les ai découverts naturellement, mais parce qu'on m'a tellement barré la route pour aller vers les autres, que finalement je me suis dit, bah écoute, peut-être que là où je peux aller naturellement, c'est tout aussi beau, et je me suis rendu compte que c'était encore plus beau. On parle comment ton livre? Tu parles des élites, on parle des élites. Mais tu n'as jamais défini en fait. Qu'est-ce que tu appelles l'élite? Donc j'aimerais que tu définisses qui est l'élite. Est-ce que dans cette salle, est-ce qu'il y a des élites dans cette salle? Parce que c'est des élites dans cette salle, donc ce sont ceux que toi tu vises dans ton livre. Donc ça serait super intéressant d'avoir ta définition d'élite. Et Rivo qui me demande, c'est quoi les élites? C'est une très bonne question, c'est une excellente question. Je pense que chacun d'entre nous a une idée de la définition des élites. Pour moi, les élites africaines, et surtout les élites qui font l'objet de ce livre, ce sont les leaders africains, ceux qui agissent et qui façonnent l'espace public africain, ceux qui sont les gardiens de l'intérêt général, ceux qui ont hérité de la colonisation. Est-ce que les médias en font partie? Évidemment.
Les médias sont des leaders d'opinion. C'est un relais aussi entre ces élites et le peuple. Les médias en font partie, mais les médias africains, c'est le quatrième pouvoir. Les médias, c'est une institution comme les autres. Si l'ensemble des institutions est défaillant, les médias ne pourront pas en faire l'exception. Quand je parle des élites, je sous-entends aussi bien les médias, les artistes, les politiciens, les hommes de lettres. C'est nous tous, Africains, qui sommes habités par ce complexe psychologique. Pour les élites, la question que je me pose toujours, certains d'entre nous ont fait les mêmes études que certains Européens. Ils ont été dans les mêmes écoles, mais comment ça se fait qu'en ayant fait tout ce parcours-là avec eux, on n'arrive pas à vraiment se décomplexer et à considérer qu'ils ne sont pas mieux que nous et qu'on a les mêmes diplômes. Donc il n'y a pas de raison que les gens ne puissent pas avoir confiance en nous, en tout cas à ce niveau-là. Je vous remercie. Un des aspects en fait, qui montre qu'on a réussi dans la vie sociale, c'est quand on envoie nos enfants suivre le programme français. C'est-à-dire, ils sont au Sénégal, mais que physiquement, intellectuellement, mentalement, ils sont formatés pour être des jeunes Français. Comment voulez-vous qu'ils réfléchissent comme des jeunes Africains alors qu'ils subissent la formation et le formatage qui est destiné à créer les jeunes Français? Pour marquer l'histoire, il faut aller pas à pas. Le premier pas à mettre, c'est le système éducatif. C'est ça là où, ça c'est le fondement, le soubassement de toutes sortes de connaissances, je ne sais pas, en tout cas, bref. Je ne sais pas comment dire, mais on les mettait intellectuels. Si on n'a pas sur son CV sorti de l'université Paris 2 Dauphine, on n'a pas de compétences. Et ça sont nos Africains même qui nous ont inculqué cela. C'est eux-mêmes qui ont cru en premier pour pouvoir aujourd'hui transposer cela chez nous, les jeunes. On craint fort. On craint fort. Dans la santé, c'est pareil. On n'a même pas confiance en nos propres médecins. On fait des contre-visites à l'étranger. Aujourd'hui, nos enfants, on n'a pas de bande dessinée. On n'ose même pas faire des bandes dessinées en couleur. Moi, je suis de la génération des indépendances. J'ai 63 ans. Mais ce que nous craignons aujourd'hui, c'est que tout purement et simplement, l'Afrique soit recolonisée et avec le consentement des Africains. C'est ça aujourd'hui. Il y a assez d'élites, il y a assez de gens formés, super formés, qui peuvent venir et prendre le continent en charge. Donc, je voudrais remercier l'ensemble des amis, des parents, des amis africains, panafricains, sénégalais, mauritaniens, tchadiens, maliens, etc., qui sont tous là. Et vraiment, je suis très heureux de voir la pertinence, la portée et la passion de ce débat. On regrettera peut-être qu'il n'y a qu'une seule femme, qu'une femme qui a pris. Non, il y a deux, je ne suis pas bien en arithmétique. Effectivement. Il n'y a que deux alors qui ont pris la parole. Et puis, je voudrais aussi féliciter un petit peu une personne qui m'a aidé à écrire ce livre. Je ne l'ai pas vu, peut-être elle est en retard. Parce que vous savez, en Afrique, la femme en général, elle est au foyer, même si elle est. C'était la dédicace du livre Le mythe de Tarzan qui porte sur une problématique très partagée en Afrique. C'est le complexe géopolitique qui fait que l'Afrique entretient un rapport déséquilibré avec tous ses partenaires. Ce rapport il est multidimensionnel, il est politique, il est économique, il est social et c'est de la responsabilité des élites africaines
d'interroger ce rapport, de le dénoncer, afin que l'Afrique puisse, avec les mêmes armes, intégrer la mondialisation.